Mon nom est Mason Reed. J'ai 22 ans et jusqu'au mois dernier, je vivais avec mes parents et mon frère cadet, Connor. Je travaillais à temps partiel tout en étudiant l'ingénierie, payant mes études et essayant d'économiser tout ce que je pouvais. Pendant des années, j'ai remarqué le traitement différent entre nous, mais je l'ai mis sur le compte de mon imagination. Puis vint le dîner de remise de diplôme de Connor, où tout bascula avec un simple toast et 9 mots qui me transpercèrent plus profondément qu'aucun couteau, parce qu'il le vaut bien. C'est là que j'ai enfin compris ma place. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour voir comment le fait de se défendre peut tout changer. Grandir dans le foyer Reed, c'était toujours comme être dans une course où mon frère Connor avait une longueur d'avance. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais le responsable, celui qui devait donner l'exemple. Notre père, Richard, avait des exigences différentes pour nous. Les miennes étaient toujours plus élevées, les attentes plus fortes. J'ai commencé à travailler à 16 ans, prenant un emploi au magasin de bricolage local, rangeant les stocks et aidant les clients à trouver les bons outils pour leurs projets. Tandis que Connor passait ses week-ends à jouer aux jeux vidéo ou à traîner avec des amis, j'apprenais la différence entre les tournevis Philips et plats, économisant chaque dollar que je pouvais pour l'université. Papa n'a jamais suggéré à Connor qu'il devait travailler. Il devrait se concentrer sur son enfance, disait-il, comme si je ne méritais pas la même enfance. Maman Diane était plus douce que papa. Mais elle a favorisé ce traitement de faveur à sa manière. Elle me glissait un supplément de nourriture au dîner ou me donnait un sourire de sympathie quand papa félicitait Connor pour une note de A+ en ignorant mes notes parfaites. Mais elle ne s'est jamais opposée à lui à ce sujet. Elle était la pacificatrice, évitant les conflits à tout prix, même si cette paix se faisait à mes dépens. Notre maison dans la banlieue de Pittsburgh n'était pas immense, mais suffisamment confortable, une coloniale de 4 chambres avec un jardin clôturé. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Papa travaillait comme directeur des ventes dans une concession automobile, et maman était institutrice. Il gagnait assez pour que nous ne manquions jamais de l'essentiel, mais les luxes étaient soi-disant mérités, sauf que les luxes de Connor semblaient venir sans aucun effort de sa part. Quand il voulait la dernière console de jeu, elle apparaissait sous le sapin de Noël. Quand il a mentionné vouloir essayer le hockey, il y avait soudainement de l'argent pour un équipement coûteux. Pendant ce temps, j'économisais pendant des mois pour acheter un ordinateur portable basique pour l'école. Et quand j'ai mentionné vouloir rejoindre le club de robotique, papa m'a dit que je devrais plutôt me concentrer sur le travail. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de lycée, j'avais économisé assez pour couvrir une partie de mes dépenses universitaires, mais pas assez pour la totalité. J'ai été accepté à l'université de Pittsburgh pour l'ingénierie, quelque chose que je pensais enfin rendre mon père fier. Au lieu de cela, sa réponse fut « ça va coûter cher. J'espère que ta bourse couvrira la majeure partie. » Il n'y avait pas de bourse, seulement des prêts et mes économies. J'ai décidé de vivre à la maison pour économiser sur les frais de logement, une décision que je remettrai en question presque quotidiennement par la suite. Pendant ma première année, j'ai continué à travailler au magasin de bricolage, augmentant mes heures tout en maintenant une moyenne de 3,8. J'ai commencé à contribuer aux dépenses du ménage, non pas parce que mes parents me le demandaient, mais parce que je me sentais coupable de vivre encore à la maison. Je payais parfois l'épicerie, couvrais la facture internet et participais aux charges. Je faisais cela en regardant Connor dépenser son argent de poche en jeux vidéo et en basket. Le schéma de favoritisme se manifestait de petites manières qui s'accumulaient avec le temps. Lorsque Connor et moi étions tous les deux à la maison pour le dîner, papa demandait d'abord à Connor comment s'était passée sa journée, écoutant attentivement les histoires de drames lycéens et de pratiques sportives. Quand c'était mon tour, il regardait son téléphone ou changeait de sujet. À Noël, la pile de cadeaux de Connor semblait toujours plus haute. Pour les anniversaires, ces célébrations étaient des événements tandis que les miennes étaient des réflexions après coup. Quand j'ai eu un examen de calcul difficile, papa a hoché la tête et a dit « c'est ce que tu es censé faire ». Quand Connor a réussi l'algèbre avec un B, papa l'a emmené manger un steak. Malgré tout cela, j'ai essayé d'être un bon frère pour Connor. Il avait 4 ans de moins, et ce n'était pas de sa faute si notre père faisait des favoritismes. Je l'ai aidé avec ses devoirs, les conduit chez ses amis et les défendu lorsque des enfants du quartier le harcelaient. Une partie de moi espérait qu'en étant la personne la plus grande, littéralement et figurativement, j'obtiendrais finalement la reconnaissance que je désirais tant de mon père. Tout au long de mes années universitaires,
j'ai maintenu mes notes tout en augmentant mes heures de travail. J'ai changé de travail, passant du magasin de bricolage à un stage mieux rémunéré dans une entreprise d'ingénierie pendant ma 3e année. Le poste était compétitif et j'ai battu des dizaines d'autres candidats. Quand j'ai annoncé la nouvelle au dîner, maman a préparé mon dessert préféré. Papa a dit, ne laisse pas cela te distraire de tes études. Puis il s'est tourné vers Connor et lui a demandé comment s'était passé son match de baseball. Au moment où Connor était en dernière année de lycée, j'étais en 4e année d'université, en passe d'obtenir mon diplôme avec mention l'année suivante. Connor a traversé l'école avec des notes moyennes, a joué aux jeux vidéo jusqu'aux petites heures du matin et a passé la plupart des week-ends à faire la fête avec des amis. Pourtant, d'une certaine manière, aux yeux de notre père, il était l'enfant d'or. Le ressentiment s'est accumulé lentement, comme de l'eau remplissant un barrage avec des fissures. J'ai essayé de l'ignorer, de me dire qu'une fois que j'aurais obtenu mon diplôme et déménagé, rien de tout cela n'aurait d'importance. Je serais libre de construire ma propre vie, de définir ma propre valeur. Mais ce barrage était sur le point de rompre, et la remise de diplôme de Connor serait l'inondation qui emporterait toute ma retenue prudente. La remise de diplôme de Connor tombait un mardi fin mai, une journée de printemps parfaite avec un ciel clair et une douce brise. J'avais une date limite importante à mon stage ce même jour, un projet sur lequel je travaillais depuis des semaines, mais j'ai quand même demandé mon après-midi. Mon superviseur n'était pas content, mais la famille passe avant tout, même quand on a l'impression d'être le dernier dans cette famille. Je me suis assis dans l'auditorium de l'école entre mes parents, regardant des rangées de lycéens en toge et bonnet bleu roi s'installer à leur place. Maman serrait son appareil photo, prête à capturer chaque instant. Papa continuait à regarder sa montre, pensant probablement aux réservations de dîner qu'il avait faites au Morton S, le steakhouse le plus cher de la ville. Quand ils ont appelé le nom de Connor, maman a applaudi et papa a sifflé bruyamment. J'ai applaudi et souri, sincèrement fier de mon frère malgré tout. Il était peut-être le favori, mais il était toujours mon petit frère, et finir le lycée était toujours une réussite. Après la cérémonie, nous nous sommes réunis dehors pour des photos. J'ai acheté à Connor un cadeau de remise de diplôme, un casque à réduction de bruit qu'il convoitait depuis des mois. Cela m'a coûté près d'une semaine de salaire de mon stage, mais je voulais lui offrir quelque chose de spécial. Quand il a ouvert le petit paquet, ses yeux se sont illuminés. Sérieusement, c'est génial. Merci, Mason. Il m'a donné une rapide accolade, un instant, j'ai ressenti ce lien fraternel qui se perdait parfois dans l'ombre de l'affection inégale de notre père. Papa a jeté un coup d'œil au casque et a hoché la tête. Joli cadeau. Aucune reconnaissance du sacrifice que cela représentait. Aucune reconnaissance de ma prévenance. Juste 2 mots avant qu'il ne dirige tout le monde pour les photos de famille. Pendant que nous posions, je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment j'étais positionné en bordure de chaque cliché tandis que Connor était au centre entre nos parents. Sur une photo, le bras de papa était autour des épaules de Connor alors qu'il me touchait à peine. Ces positionnements subtils racontaient l'histoire plus clairement que les mots ne le pourraient jamais. De retour à la maison, les préparatifs pour la célébration du soir commencèrent. Maman s'affairait, s'assurant que tout était parfait avant notre départ pour le restaurant. J'ai proposé d'aider à dresser la table pour les amuse-gueules d'avant-dîner pendant que Connor disparaissait à l'étage pour jouer avec son nouveau casque. Connor devrait t'aider aussi, dis-je doucement tandis que maman arrangeait un plateau de fromage. Elle soupira, ses mains s'arrêtant brièvement. C'est son jour spécial, mon chéri. Laisse-le en profiter. Comme si elle lisait dans mes pensées, elle ajouta, quand tu as eu ton diplôme de lycée, tu as aussi pu te détendre. Mais je ne l'avais pas fait. J'avais travaillé un quart de travail au magasin de bricolage le matin de ma remise de diplôme et aidé à organiser ma propre fête après. Les règles différentes avaient toujours été là. Je n'avais juste pas voulu les voir clairement. La famille élargie commença à arriver vers 4 heures, grands-parents, tantes, oncles, cousins, tous apportant des cadeaux pour Connor. Grand-père Frank lui tendit une enveloppe qui, j'appris plus tard, contenait $500. Tante Patricia et oncle Steve lui donnèrent un tout nouvel iPad. Cousine Jessica apporta un panier d'essentiels pour l'université à l'automne. J'entendis des conversations sur le brillant avenir de Connor pendant que je remplissais les verres et m'assurais que tout le monde avait des serviettes. Il va faire de grandes choses à l'université d'État, dit oncle Steve à mon père. La bourse sportive n'est pas à négliger, répondit fièrement papa.
bien que la bourse de Connor ne couvrait qu'une fraction des frais de scolarité, personne ne mentionna que je finançais mes études dans un programme plus difficile dans une meilleure université sans aucune aide financière en dehors de mes propres efforts. Alors que nous nous préparions à partir pour le restaurant, je me surpris dans le miroir du couloir. J'étais bien habillé en pantalon et chemise boutonnée, faisant un effort pour l'occasion. Pendant un bref instant, je me permis d'espérer que ce soir serait différent. Que papa avait peut-être prévu une sorte de reconnaissance pour mes réalisations, pour ma récente promotion à mon stage ou mon statut sur la liste du doyen ou même simplement mon soutien à Connor au fil des ans. L'espoir était petit mais persistant, comme une veilleuse qui refusait de s'éteindre malgré les vents de l'expérience qui tentaient de l'éteindre. Nous avons pris des voitures séparées pour accueillir tout le monde. J'ai conduit ma vieille Honda Civic, celle que j'avais achetée moi-même avec 3 ans de salaires économisés. Connor est parti avec papa dans son Audi, maman avec grand-mère et grand-père dans leur voiture. Pendant que je les suivais jusqu'au restaurant, je répétais des réponses gracieuses à une éventuelle reconnaissance, déterminé à être humble et reconnaissant si mon moment arrivait enfin. Le Mortoness était décoré avec goût, un bois sombre élégant, des nappes blanches immaculées et un éclairage doux qui mettait tout le monde en valeur. L'hôtesse nous conduisit, notre groupe de 12, à une salle à manger privée où une bannière affichant « Félicitations, diplômé » était accrochée à un mur. Connor rayonnait tandis que tout le monde prenait place, et je ressentis un bonheur sincère pour lui, malgré le courant sous-jacent d'inégalité qui coulait toujours entre nous. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce courant sous-jacent était sur le point de devenir un raz-de-marée, emportant les dernières de mes illusions sur ma place dans cette famille. La salle à manger privée du Mortoness bourdonnait de conversations et du tintement doux des couverts contre la porcelaine fine. J'étais assis au milieu de la table, entre tante Patricia et ma cousine Jessica, tandis que Connor occupait la place d'honneur à une extrémité, flanqué de nos parents. Les amuse-gueules avaient été débarrassés et nos entrées étaient servies quand papa se leva, tapotant son verre avec une cuillère pour attirer l'attention. La pièce se calma immédiatement, tous les regards se tournant vers mon père. Il avait fière allure dans son costume sur mesure, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa posture imposant le respect. Il sourit largement, regardant directement Connor. Aujourd'hui marque une étape importante, commença-t-il, sa voix portant le ton confiant d'un homme habitué aux argumentaires de vente et aux allocutions publiques. Connor, ta mère et moi ne pourrions être plus fiers du jeune homme que tu es devenu. Obtenir son diplôme de lycée n'est que le début de l'incroyable voyage qui t'attend. Connor sourit, se prélassant dans l'attention. Je pris une gorgée d'eau, me préparant aux discours habituels sur le potentiel et les brillants avenirs. Pour marquer cette occasion, continua papa, nous voulions te donner quelque chose de spécial, quelque chose qui représente notre foi en ton avenir et récompense tes accomplissements. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte enveloppée de papier argenté, la plaçant sur la table devant Connor. Mon frère parut surpris et excité en déchirant l'emballage. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en velours, du genre qui contient généralement des bijoux. Quand il l'ouvrit, son expression passa de la curiosité à la confusion, puis à une réalisation naissante alors qu'il en sortait une clé de voiture avec le logo Audi. Pas possible, souffla Connor, les yeux écarquillés. C'est sérieux? Le sourire de papa s'élargit. Tout à fait sérieux. Il y a une toute nouvelle à 3 garée à la maison avec ton nom dessus. Tu l'as bien mérité, mon fils. La table éclata en applaudissements et félicitations. Connor sauta et serra notre père dans ses bras, puis notre mère, son visage illuminé de joie et d'incrédulité. J'applaudis avec tout le monde, refoulant le goût amer de la jalousie qui montait dans ma gorge. Je n'avais pas attendu de mes parents qu'ils m'achètent une voiture quand j'ai eu mon diplôme de lycée. J'économisais pour ma Honda depuis mes 16 ans. Mais l'extravagance du cadeau soulignait la disparité dans la façon dont nous étions traités. Alors que l'excitation commençait à retomber, papa resta debout, son expression changeant légèrement tandis que son regard se posait sur moi. Quelque chose dans ses yeux me serra l'estomac. « Et Mason, dit-il, son ton visiblement plus froid. Maintenant que tu as presque terminé tes études et que tu es bien établi dans ton stage, ta mère et moi pensons qu'il est temps que tu assumes davantage de responsabilités d'adulte. » La table devint plus silencieuse. Un sentiment collectif que quelque chose d'inconfortable se déroulait. Papa fouilla dans son autre poche et en sortit un morceau de papier plié, contournant la table pour le déposer à côté de mon assiette. Je savais ce que c'était avant même de le déplier, une facture soigneusement dactylographiée de $900 de loyer mensuel. Le loyer est dû avant dimanche, dit-il d'un ton neutre.
tu es un adulte maintenant, et les adultes paient leur propre chemin. Le silence autour de la table était assourdissant. Je fixais la facture, puis mon père, essayant de comprendre ce qui se passait. Connor reçoit une voiture de luxe pour avoir terminé le lycée avec des notes médiocres, tandis que l'on me facture un loyer alors que je finance mes études universitaires avec mention. Je ne comprends pas, dis-je. Ma voix était ferme malgré l'ouragan d'émotions en moi. Pourquoi dois-je payer un loyer alors que Connor est récompensé par une voiture? L'expression de papa se durcit légèrement. Parce que c'est comme ça que le monde réel fonctionne, Mason. Tu es plus âgé, tu as un revenu, et il est temps que tu apprennes la responsabilité financière. Ça ne répond pas à ma question, insistai-je, conscient de tous les regards posés sur nous à table, la tension s'épaississant à chaque mot. Pourquoi cette double mesure? Pourquoi lui est-il tout servi sur un plateau alors que je dois tout gagner à la sueur de mon front? Un muscle tressaillit dans la mâchoire de papa, un signe que je reconnaissais depuis l'enfance comme une colère montante. Parce qu'il le vaut bien. Ces 4 mots frappèrent comme des coups physiques. Parce qu'il le vaut bien. L'implication étant que, moi, je ne le valais pas. La pièce sembla se figer. Maman halta doucement, sa main se levant pour couvrir sa bouche. Le sourire de célébration de Connor vacilla, l'incertitude rampant dans son expression. Autour de la table, les proches se tortillèrent inconfortablement, soudain fascinés par leur steak ou leur verre de vin. « Richard » dit maman doucement, une note d'avertissement dans sa voix. Papa ne la reconnut pas. Ses yeux toujours fixés sur les miens dans un défi silencieux. Je repliai soigneusement la facture et la glissai dans ma poche, puis pris ma fourchette et mon couteau, coupant un morceau de steak dont je n'avais plus envie. Je vois, fut tout ce que je dis, ma voix étonnamment calme, compte tenu de l'agitation intérieure. Le reste du dîner se déroula dans un brouillard de conversations forcées et de silences gênés. Oncle Steve tenta de ressusciter l'ambiance festive avec des histoires de ses années universitaires. Tante Patricia posa des questions sur mon stage, dans une tentative transparente d'inclusion. Je répondis poliment, jouai mon rôle et attendis que ce repas interminable se termine. Quand les assiettes de dessert furent finalement débarrassées et l'addition payée par papa, sa carte gold bien en évidence, la fête commença à se disperser. Des accolades et des félicitations furent échangées sur le parking du restaurant avec des promesses de se revoir bientôt que tout le monde savait serait oublié le lendemain matin. Je rentrais seul en voiture de la même manière que j'étais arrivé, tandis que Connor rentrait avec nos parents, discutant probablement déjà des détails d'assurance de sa nouvelle voiture. Les 15 minutes de trajet me donnèrent le temps de réfléchir, de digérer ce qui s'était passé, d'examiner les mots de mon père sous tous les angles, cherchant une interprétation qui ne me blesserait pas si profondément. Je n'en trouvais aucune, car il le vaut bien. Il n'y avait là aucune ambiguïté, aucune place pour l'incompréhension. Aux yeux de mon père, Connor valait une Audi, valait la célébration, valait l'investissement et la fierté. Et moi, je valais une facture. En entrant dans notre allée, je vis la toute nouvelle Audi A3, argentée et brillante sous les lumières de sécurité, garée à l'endroit où ma Honda allait habituellement. J'ai dû me garer dans la rue à la place. Une dernière humiliation dans une soirée qui en était pleine. À l'intérieur, Connor montrait à maman comment le Bluetooth de la voiture se connectait à son téléphone. Papa était dans son bureau, la porte fermée. Personne ne m'a demandé où j'étais ni pourquoi j'avais mis si longtemps à rentrer. Je suis allé directement dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis au bord de mon lit dans le noir. La décision que j'allais prendre cette nuit-là se construisait depuis des années, mais elle se cristallisa à ce moment de parfaite clarté. J'en avais assez d'essayer de gagner l'approbation de quelqu'un qui avait déjà décidé que je n'en valais pas la peine. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Je suis resté éveillé, les yeux fixés au plafond, les mots de mon père résonnant dans mon esprit. Parce qu'il le vaut bien. Des mots simples qui résumaient une vie de traitement différentiel, d'attentes inégales, de buts changeants et de tableaux de bord invisibles. Vers 3 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue éclairait ma chambre d'enfant, les affiches décolorées du lycée, la bibliothèque pleine de manuels d'ingénierie, le bureau où j'avais passé d'innombrables heures à étudier tandis que le rire de Connor montait du salon où il jouait aux jeux vidéo. J'ai commencé à chercher des appartements, en me concentrant sur les zones proches du campus et de mon stage. La plupart étaient bien au-delà de mon budget, mais j'ai trouvé quelques possibilités dans des bâtiments plus anciens. J'ai créé une feuille de calcul comparant le loyer, les charges et les temps de trajet,
travaillant méthodiquement comme s'il s'agissait d'un autre problème d'ingénierie à résoudre. À l'aube, j'avais un plan. Pas parfait, mais un point de départ. Quand j'ai entendu mes parents se lever, je suis sorti discrètement, évitant la cuisine où maman ferait le petit déjeuner. Je suis allé à ma banque et j'ai retiré la majeure partie de mes économies, près de 4 000 $ que j'avais mis de côté pour les dépenses post-diplôme. Ce n'était pas beaucoup pour commencer une nouvelle vie, mais cela devrait suffire. Ensuite, j'ai appelé mon ami Tyler, qui avait un appartement près du campus avec un canapé libre. « Salut, Ty, ça va paraître bizarre, mais y a-t-il une chance que je puisse squatter chez toi quelques jours ?»« Tout va bien, mec ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Pas vraiment. Des trucs de famille. J'ai juste besoin de partir un peu le temps de comprendre les choses. » Mikasa. « Yes, Tsukasa, dit-il sans hésiter. Je vais en cours, mais la clé de rechange est sous le pot de fleurs. Fais comme chez toi. Un appel passé, plusieurs à venir. Je me suis arrêté dans un café et j'ai utilisé leur Wi-Fi pour envoyer un email à mon conseiller pédagogique, expliquant que je faisais face à une situation familiale et que je pourrais avoir besoin de discuter des options d'aide financière si ma situation de logement changeait. J'étais vague sur les détails, mais j'ai souligné mon engagement à rester dans le programme. Mon appel suivant fut à mon superviseur de stage, demandant s'il y avait des opportunités pour des heures supplémentaires. J'essaie d'économiser pour mon propre logement, expliquai-je, ce qui était assez vrai. Nous pourrions avoir besoin d'aide supplémentaire sur le projet Wilson, dit-elle. Je vais voir ce que je peux faire pour que vous soyez autorisé à faire des heures supplémentaires. À midi, j'avais un logement temporaire et la possibilité d'un revenu supplémentaire. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Je suis rentré chez moi, chronométrant mon arrivée pour le moment où je savais que tout le monde serait sorti. Papa serait au travail, maman ferait du bénévolat à l'école primaire, et Connor serait sorti avec des amis pour fêter sa remise de diplôme et montrer sa nouvelle voiture. La maison était silencieuse alors que je rangeais méthodiquement mes affaires. J'ai commencé par l'essentiel, vêtements, articles de toilette, ordinateur portable, manuels scolaires, documents importants. Mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale étaient dans le classeur du bureau de papa. Je me sentais étrange de les prendre, comme si je volais quelque chose qui m'appartenait. J'ai travaillé efficacement, entassant tout dans ma Honda en plusieurs voyages. La voiture était petite, ce qui m'a obligé à être sélectif. Les vêtements d'hiver sont allés dans des bacs de rangement que j'ai cachés au fond de mon placard. Je pourrais les récupérer plus tard si nécessaire. Les livres que je n'avais pas ouverts depuis des années sont restés sur leurs étagères. Les trophées de participation et les récompenses académiques qui avaient tant compté pour moi autrefois, mais n'avaient jamais impressionné mon père, ont été laissés derrière. Pendant que je faisais mes bagages, je n'arrêtais pas de penser à ce que j'allais écrire dans la note. Il fallait qu'elle soit claire mais pas cruelle, ferme mais pas amère. Je voulais que ma famille comprenne pourquoi je partais sans brûler complètement les ponts. J'ai parcouru plusieurs brouillons sur mon ordinateur portable, chaque version exprimant la même vérité fondamentale, je ne pouvais pas rester là où je n'étais pas valorisé. Vers 15 heures, la majeure partie de mes bagages étant terminés, je me suis assis pour finaliser mon budget. La réalité était dure. Entre le loyer, les charges, la nourriture, l'essence et mes remboursements de prêts étudiants existants, je serais extrêmement juste, même avec des heures supplémentaires à mon stage. Je pourrais avoir besoin de trouver un deuxième emploi, ce qui aurait un impact sur mes études. Mais l'alternative, rester dans un foyer où j'étais explicitement jugé moins digne que mon frère, n'était plus acceptable. J'entendis une voiture s'arrêter dans l'allée et regarder pour voir la nouvelle Audi de Connor. Je fermai rapidement mon ordinateur portable et poussai la dernière boîte emballée sous mon lit. Connor monta les escaliers quelques instants plus tard, frappant brièvement avant d'ouvrir ma porte. « Mec, cette voiture est démente », s'enthousiasma-t-il, les yeux brillants d'excitation. Le système audio seul vaut tout ce que papa a payé pour elle. Il faut que tu viennes faire un tour. Je forçai un sourire. Peut-être plus tard. J'ai du travail à finir. Connor s'attarda dans l'embrasure de la porte, son enthousiasme diminuant légèrement alors qu'il réalisait enfin mon humeur. Et, à propos d'hier soir. C'était bizarre, ce que papa a dit. Tu sais qu'il ne le pensait pas comme ça, n'est-ce pas? Un instant, j'ai envisagé de me confier à Connor, de lui raconter mes projets,
d'expliquer les années de blessures accumulées qui avaient mené à ce moment. Mais ce n'était pas son fardeau. C'était juste un enfant qui avait bénéficié du favoritisme de notre père sans le créer. C'est bon, dis-je plutôt. Félicitations pour la voiture. Tu devrais en profiter. Il hésita, sentant le rejet, mais ne me pressa pas davantage. D'accord, eh bien, l'offre tient toujours si tu veux faire un tour. Après qu'il soit parti, j'ai sorti la boîte et j'ai continué à faire mes valises. Au moment où j'ai entendu la voiture de maman dans l'allée 1 heure plus tard, ma chambre avait l'air assez normale à première vue. Bien que la plupart de mes affaires étaient déjà dans ma voiture, couverte d'une couverture sur le siège arrière et dans le coffre. Le dîner ce soir-là fut une affaire discrète. Papa travaillait tard, donc il n'y avait que maman, Connor et moi à la table de la cuisine avec des pizzas à emporter. Connor parla avec enthousiasme de ses projets d'aller au lac avec des amis le lendemain. Maman me demanda comment s'était passée ma journée et je lui donnai des réponses vagues sur la recherche et les projets de stage. Aucun d'eux ne sembla remarquer quoi que ce soit d'étrange, ce qui ne fit que renforcer ma décision. Après le dîner, je m'excusai pour travailler sur un projet. Je retournai dans ma chambre pour finaliser mes plans de départ, j'attendis que la maison devienne silencieuse, tout le monde se retirant dans ses recoins respectifs pour la soirée. Puis je m'assis à mon bureau et j'écrivis à la main la version finale de ma note. J'y travaillai pendant près d'1 heure, choisissant mes mots avec soin, et essayant d'exprimer mes sentiments sans recourir à l'accusation ou au mélodrame. Quand ce fut fini, je la scellai dans une enveloppe avec le nom de papa sur le devant. J'y plaçai également ma clé de maison, comme une reddition symbolique de ma place dans le foyer. Alors que je me préparais à dormir dans une pièce qui ne me semblait plus la mienne, j'éprouvais un étrange mélange d'émotions, de l'anxiété quant à l'avenir, de la tristesse quant au passé, mais sous tout cela, une certitude tranquille que je prenais la bonne décision. Pour la première fois depuis des années, j'allais définir ma propre valeur au lieu d'accepter l'évaluation de quelqu'un d'autre. J'ai réglé mon réveil pour 5 heures du matin, assez tôt pour être parti avant que quiconque ne se réveille. Puis je me suis couché dans mon lit d'enfant pour la dernière fois, sombrant enfin dans un sommeil épuisé alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient à l'horizon. Mon réveil vibra doucement à 5 heures du matin. Bien que j'étais déjà éveillé, j'avais dormi par intermittence, sombrant et sortant de la conscience, mon esprit ne se reposant jamais complètement. Je coupai rapidement le réveil et restai immobile un instant, écoutant la maison silencieuse, les craquements et bourdonnements familiers qui avaient été la bande-son de ma vie pendant 22 ans. Je me suis douché et habillé silencieusement, choisissant des vêtements confortables pour la journée à venir. Ma chambre avait l'air étrange maintenant, toujours reconnaissable comme la mienne, mais plus vide, le placard à moitié plein. Le bureau débarrassé de tout sauf mon diplôme de lycée et une photo de famille que j'ai décidé de laisser. C'était comme si je m'effaçais de l'espace, devenant un fantôme dans ma propre maison. J'ai fait un dernier tour pour m'assurer que je n'avais rien oublié d'essentiel, puis j'ai pris mon sac à dos et la note que j'avais écrite. La maison était silencieuse alors que je descendais les escaliers, évitant la 3e marche qui grinçait toujours. Dans la cuisine, j'ai placé l'enveloppe contre la cafetière, là où papa ne manquerait pas de la voir en descendant pour sa tasse du matin. Puis j'ai hésité. Pris d'une impulsion soudaine, j'ai ouvert mon portefeuille et en ai retiré 9 billets de $100 neufs à l'argent du loyer que mon père avait exigé. J'ai posé l'argent liquide sur l'enveloppe, le lestant comme une accusation. Qu'il voie que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de valeur. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de la cuisine, le réfrigérateur couvert des horaires sportifs de Connor et des certificats de réussite. La seule photo de moi, glissée dans un coin, de ma remise de diplôme de lycée. La collection d'assiettes décoratives de maman tapissait le mur et les trophées de barbecue de papa trônaient fièrement sur l'étagère supérieure. Tant de souvenirs dans cette pièce, bons et mauvais. La note contenait tout ce que j'avais besoin de dire. Papa, je pars. Pas seulement pour quelques jours ou quelques semaines, mais définitivement. J'ai trouvé un autre endroit où rester pendant que je cherche mon propre appartement. Pendant des années, j'ai essayé de comprendre pourquoi Connor reçoit un soutien inconditionnel alors que l'on attend de moi que je gagne chaque parcelle de reconnaissance. Je t'ai trouvé des excuses, je me suis dit que c'était mon imagination, ou que je devais faire plus d'efforts, mais hier soir, tout est devenu limpide, parce qu'il le vaut bien. Ces mots m'ont montré exactement où je me situe dans cette famille. J'ai passé toute ma vie à essayer de te prouver ma valeur, et ça n'a jamais été suffisant. J'ai fini d'essayer.
Voici les 900 $ de loyer que tu as exigés. Considère cela comme mon dernier paiement pour être resté là où je ne suis pas valorisé. Je ne partage pas où je vais parce que j'ai besoin d'espace pour comprendre qui je suis en dehors de ton ombre. Je vais bien. De toute façon, je me suis occupé de moi-même pendant des années. Je te souhaite, à toi et à ton digne fils, le meilleur, Mason. J'ai placé ma clé de maison sur l'argent et l'enveloppe, puis j'ai marché jusqu'à la porte, ne portant rien d'autre que mon sac à dos. Ma voiture était déjà pleine et garée à un pâté de maison, chargée l'après-midi précédent pendant que tout le monde était sorti. Je l'ai poussée dans l'allée, moteur coupé, pour éviter de faire du bruit. Un petit acte de furtivité qui me semblait maintenant à la fois absurde et nécessaire. Le quartier était encore sombre alors que je marchais vers ma voiture. La maison silencieuse, les fenêtres obscures. Un livreur de journaux passa lentement, jetant des journaux roulés sur les allées. L'air était frais et humide de la rosée du matin, portant le parfum de l'herbe fraîchement coupée et du jasmin en fleurs de quelqu'un. En atteignant ma Honda, je me suis permis un dernier regard en arrière sur la maison, la seule que j'ai jamais connue, la coloniale à 2 étages avec sa pelouse impeccable et le panier de basket sur lequel Connor et moi avions joué enfant. Le porche où maman avait pris des photos de rentrée scolaire chaque septembre, l'allée maintenant occupée par la nouvelle Audi brillante de Connor. Un instant, le doute s'insinua. Est-ce que j'exagérais ? Devrais-je revenir, déchirer la note et essayer une fois de plus de gagner une place dans l'estime de mon père ? La tentation ne dura que quelques secondes avant que je ne me souvienne de ses mots, de son ton, de la certitude absolue avec laquelle il avait déclaré mon frère digne, par implication, moi indigne. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans jamais regarder en arrière. Les rues étaient presque vides alors que je me dirigeais vers l'appartement de Tyler près du campus. La ville commençait tout juste à s'éveiller, des travailleurs de carto se rendant au travail, des camions de livraison effectuant leur tournée, des joggeurs dévoués parcourant leurs kilomètres avant la chaleur du jour. L'immeuble de Tyler se trouvait dans un quartier plus ancien avec des rues bordées d'arbres et des bâtiments en briques des années 1960. J'ai trouvé la clé de rechange exactement là où il avait dit qu'elle serait, sous une plante en pot avec une seule fougère en difficulté. L'appartement était petit et encombré des possessions typiques d'un étudiant, manuel scolaire, équipement de jeu, boîte de pizza vide, mais à ce moment-là, il ressemblait à la liberté. J'ai posé mon sac à dos sur le sol à côté du canapé qui serait mon lit pour les prochains jours et je me suis assis. Soudain submergé par ce que j'avais fait, j'avais quitté ma famille, ma maison, mon filet de sécurité. J'étais seul d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, malgré des années d'autonomie. L'énormité de la situation m'a frappé d'un coup. Et j'ai enfoui mon visage dans mes mains, m'accordant un moment de vulnérabilité maintenant que j'étais seul. Pas de regret. Je ne regrettais pas ma décision, mais une reconnaissance du chagrin qui l'accompagnait. Je pleurais le père que je n'avais jamais eu. La reconnaissance que je n'avais jamais reçue. La famille qui aurait pu être, mais qui n'était pas. Mon téléphone vibra avec un SMS de Tyler, en cours jusqu'à midi. Serre-toi dans le frigo. On verra la suite quand je rentrerai. Tiens bon, mec. Sa simple gentillesse me ramena au présent. J'avais peut-être laissé ma famille derrière moi, mais je n'étais pas seul. J'avais des amis qui m'appréciaient, des professeurs qui reconnaissaient mes capacités, des collègues qui respectaient mon travail. J'avais construit une vie en dehors de l'orbite de ma famille, et maintenant j'allais l'élargir. J'ai envoyé un rapide merci à Tyler, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable pour continuer ma recherche d'appartement. J'avais des cours à suivre, du travail à faire, un avenir à construire, et pour la première fois, je mesurerais mon succès selon mes propres critères, et non selon les mesures impossibles fixées par un père qui avait déjà décidé que je n'étais pas à la hauteur. Le soleil se leva plus haut, la lumière traversant les stores de Tyler, illuminant les poussières dansant dans l'air. Un nouveau jour, un nouveau départ. J'ai pris une grande inspiration et me suis mis au travail. Tyler rentra des cours vers midi pour finalement s'installer à la table de sa cuisine, ordinateur portable ouvert, entouré d'annonces d'appartements que j'avais imprimées à la bibliothèque du campus. « Mec, dit-il en laissant tomber son sac à dos par terre. On dirait que tu prépares une opération militaire. Je réussis un sourire fatigué. Quelque chose comme ça. Tyler prit 2 sodas dans le réfrigérateur et m'entendit un. Tu veux me raconter ce qui s'est passé? Je lui fis la version condensée du dîner de remise de diplôme, les mots de mon père et ma décision de partir.
Tyler écouta sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus incrédule. Ton père a vraiment dit ça, parce qu'il le vaut bien? C'est quoi, une pub L'Oréal? La comparaison inattendue me fit rire, le premier rire sincère depuis des jours. Oui, eh bien, apparemment Connor vaut une Audi et moi, une facture de loyer. C'est n'importe quoi, mec. Tyler secoua la tête. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Le canapé est à toi. Sa générosité contrastait fortement avec le soutien conditionnel de mon père. Merci. Je promets que je ne serai pas là longtemps. J'ai quelques visites d'appartement prévues pour demain. Mon téléphone, que j'avais mis en silencieux plus tôt, vibra à nouveau sur la table. L'écran affichait 6 appels manqués de maman, 3 de papa, et une série de SMS de Connor. J'hésitais. Puis je retournai le téléphone sans en lire aucun. Ils savent que tu es parti, demanda Tyler. Ils le savent maintenant. Je pris une longue gorgée de soda. Je suis parti tôt ce matin avant que tout le monde ne se lève. J'ai laissé une note expliquant pourquoi. Comme sur commande, le téléphone recommença à vibrer avec un autre appel entrant de maman. Je le mis en silencieux une fois de plus. Tu vas devoir leur parler tôt ou tard, fit remarquer Tyler. Tôt ou tard, acquiesçai-je. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois me concentrer sur la suite. La suite commença par une visite au bureau d'aide financière de l'université cet après-midi-là. J'expliquai ma situation à une conseillère compréhensive qui me présenta mes options, prêts supplémentaires, programme de travail-études, fonds d'aide d'urgence. Aucune n'était idéale, mais ensemble, elles pourraient m'aider à combler le fossé jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. Il n'est pas rare que des étudiants se retrouvent soudainement indépendants, m'assura la conseillère. Nous avons des ressources pour vous aider à traverser cette transition. De là, je me rendis directement à mon stage où mon superviseur avait approuvé 10 heures supplémentaires par semaine. Le projet Wilson est en retard, expliqua-t-elle. Donc, votre timing est en fait parfait. Juste ne laissez pas cela affecter vos cours. Au moment où je suis retourné à l'appartement de Tyler ce soir-là, j'avais une image financière plus claire et des perspectives légèrement plus optimistes. Ce que j'avais aussi, c'était 37 notifications sur mon téléphone. Les SMS de ma famille parcouraient toute la gamme des émotions. De maman, de plus en plus paniquée, où es-tu? S'il te plaît, appelle-moi Mason. Nous sommes très inquiets. Quoi que ton père ait dit, nous pouvons nous en sortir. De papa, passant de la colère à l'inquiétude, c'est enfantin et irresponsable. Ta mère est contrariée. Appelle la maison immédiatement. Puis plus tard, Mason, s'il te plaît, fais-nous savoir que tu es en sécurité. De Connor, confus et inquiet, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Papa panique. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y avait aussi des messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent. Maman pleurant, papa exigeant, puis suppliant, Connor déconcerté. Je les ai tous écoutés, debout dans la cuisine de Tyler, me sentant à la fois justifié par leur détresse et coupable de la provoquer. Le dernier message vocal était de maman, laissé juste 1 heure plus tôt. Mason, mon chéri, s'il te plaît, fais-nous savoir que tu es en sécurité. Tu n'es pas obligé de rentrer si tu ne veux pas. Tu n'es pas obligé de parler à ton père. Juste un SMS, n'importe quoi. Je t'aime. Sa voix se brisa sur les derniers mots, et je sentis ma détermination vaciller. Maman n'était pas la méchante de cette histoire, juste une spectatrice qui n'était jamais intervenue. Pourtant, elle méritait de savoir que j'allais bien. Je lui ai envoyé un court SMS, je suis en sécurité. Je loge chez un ami. J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il te plaît, respecte ça. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard, merci de m'avoir prévenu. Je t'aime. Nous pourrons parler quand tu seras prêt. J'ai rangé mon téléphone sans répondre, pas prêt à m'engager davantage. Tyler a commandé des pizzas et nous avons passé la soirée à regarder des films d'action sans réfléchir. Une distraction bienvenue de l'agitation émotionnelle de la journée. Pendant quelques heures, j'ai pu faire semblant que ce n'était qu'une nuit normale passée avec un ami, et non la première nuit de ma nouvelle vie incertaine. Le lendemain matin, d'autres messages sont arrivés, dont un d'oncle Steve me demandant si je voulais parler. Il avait toujours été le plus accessible de mes proches,
moins enclin à placer Connor sur un piédestal. Je pris note de l'appeler plus tard. Ma première visite d'appartement fut une déception. Un sous-sol avec des problèmes d'humidité et l'odeur persistante des chats des anciens locataires. La seconde fut plus prometteuse. Un petit studio dans un bâtiment plus ancien. Rien de fantaisiste, mais propre et dans mon budget si je m'étirais. Le propriétaire sembla impressionné par mon stage et mon dossier universitaire. La plupart des étudiants que j'ai ici sont des fêtards, expliqua-t-il en me montrant la cuisine compacte. Vous semblez plus responsable. J'ai besoin du premier et du dernier mois de loyer plus le dépôt de garantie. Cela épuiserait presque mes économies, mais je pouvais y arriver avec mes heures augmentées. Je le prends, dis-je, essayant de projeter plus de confiance que je n'en ressentais. À la fin de ma première semaine loin de chez moi, j'avais obtenu l'appartement, ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque que celle de mes parents, et établi une routine de cours, de travail et de recherche d'appartements qui me tenaient trop occupé pour m'attarder sur la famille que j'avais laissée derrière moi. Tyler avait été un soutien incroyable, offrant non seulement son canapé, mais aussi son amitié pendant une transition difficile. Tu es le bienvenu jusqu'à ce que ton appartement soit prêt, insista-t-il lorsque j'essayais de le remercier. C'est ce que font les amis. Les messages de ma famille continuaient, évoluant au fil des jours. Maman restait inquiète mais respectait mon espace. Le ton de papa passa de la colère à une reconnaissance réticente que peut-être des choses avaient été dites qui n'auraient pas dû l'être. Les SMS de Connor furent les plus surprenants. Je ne savais pas que tu ressentais ça, écrivit-il le 4e jour à propos du traitement différent de papa envers nous. Je suppose que je ne l'ai jamais remarqué parce que j'avais le meilleur traitement. Et plus tard, la maison est bizarre sans toi. Papa est vraiment silencieux. Maman pleure quand elle pense que personne ne la regarde. Ces messages révélaient une prise de conscience grandissante. Un jeune homme voyant soudain des dynamiques familiales auxquelles il avait été aveugle auparavant. J'ai dit à papa qu'il avait tort de te dire ça. On s'est énormément disputé à ce sujet. C'était inattendu, Connor tenant tête à notre père, prenant mon parti. C'était la première fissure dans le fondement du favoritisme qui avait défini notre famille aussi loin que je pouvais me souvenir. Le 10e jour, je reçus un SMS d'un numéro inconnu. Mason, c'est l'oncle Robert, le frère de ton père. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je veux que tu saches que je comprends plus que tu ne le penses. Appelle-moi si tu veux parler. L'oncle Robert avait toujours été le mouton noir de la famille, visitant rarement, mentionné seulement en passant. J'avais toujours senti une tension entre lui et mon père, mais je n'en avais jamais connu la cause. Son approche inattendue m'intrigua suffisamment pour l'appeler ce soir-là. Ton père et moi avons eu une dynamique similaire en grandissant, expliqua-t-il après que je lui eus fait un bref récit de ce qui s'était passé. Des rôles différents, des attentes différentes. Il m'a fallu des années pour m'en libérer. Tu es plus courageux que moi d'avoir tracé cette ligne si jeune. Il offrit plus que de la compréhension. Il offrit une aide pratique. J'ai un entrepôt de meubles pour mon entreprise. Passe et prends tout ce dont tu as besoin pour ton nouveau logement. Considère cela comme des années de cadeaux d'anniversaire manqués. Sa générosité me tira des larmes. Cet oncle que je connaissais à peine me tendait la main alors que j'en avais le plus besoin. Merci, réussis-je à dire. Ça m'aiderait beaucoup. À la fin de la 2e semaine, j'emménageais dans mon studio, meublé avec l'essentiel provenant de l'entrepôt de l'oncle Robert, un lit, un bureau, une petite table à manger avec 2 chaises, même un fauteuil confortable qu'il avait insisté pour que je prenne. Car, chaque ingénieur a besoin d'un endroit pour réfléchir. Ma nouvelle maison était petite mais entièrement la mienne. Un espace où personne ne remettait en question ma valeur ou ne me comparait à quelqu'un d'autre. J'ai accroché mes schémas d'ingénierie au mur, rangé mes manuels sur des étagères que l'oncle Robert m'avait aidé à installer et j'ai commencé à ressentir quelque chose comme la paix. Cette paix fut mise à l'épreuve lorsque Connor se présenta à ma porte à l'improviste, ayant obtenu mon adresse de Tyler. Ne lui en veux pas, dit rapidement Connor quand j'ouvris la porte. Je l'ai pratiquement traqué après les cours jusqu'à ce qu'il me dise où tu étais. Il se tenait maladroitement dans le couloir, les mains dans les poches, l'air à la fois plus jeune et étrangement plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu. Puis-je entrer ? J'hésitai, puis m'écartai. Connor entra lentement, regardant autour de lui avec intérêt. C'est sympa, dit-il, l'air sincèrement impressionné. Confortable.
Qu'est-ce que tu fais ici, Connor, demandai-je, non sans gentillesse, mais directement. Il prit une profonde inspiration. Les choses sont vraiment compliquées à la maison. Maman et papa se disputent tout le temps. Papa dort dans la chambre d'amis. Maman pleure beaucoup. Il baissa les yeux vers ses pieds. Et je me sens mal à propos de tout ça. Pourquoi, demandai-je. Rien de tout cela n'est de ta faute, n'est-ce pas? Ses yeux rencontrèrent les miens, troublés. Je n'avais jamais remarqué à quel point papa nous traitait différemment. Ou peut-être que je l'avais remarqué mais que je ne voulais pas le voir parce que j'en bénéficiais. Quoi qu'il en soit, je faisais partie du problème. Sa prise de conscience me surprit. Ce n'était plus le petit frère insouciant que j'avais laissé derrière moi. C'était quelqu'un aux prises avec des prises de conscience difficiles sur les dynamiques familiales et sa place en leur sein. Papa veut que tu rentres à la maison, continua-t-il. Il n'admettra pas exactement qu'il avait tort. Mais il sait qu'il a fait une erreur. Maman veut juste que la famille soit de nouveau réunie. Et toi, qu'est-ce que tu veux, demandai-je. Connor regarda de nouveau mon appartement, prenant acte des preuves de ma nouvelle vie indépendante. Je veux retrouver mon frère, dit-il simplement. Mais je veux aussi que tu sois heureux. Si c'est ce dont tu as besoin, alors je te soutiens. Sa maturité m'émut. Nous avons parlé pendant des heures cet après-midi-là. Vraiment parlé. Peut-être pour la première fois en tant qu'adulte plutôt que dans les rôles qui nous avaient été assignés, l'enfant d'or est le responsable. Quand il est parti, nous nous sommes serrés fort dans les bras, et j'ai promis de rester davantage en contact avec lui. Pas avec papa, par contre, demanda-t-il. Pas encore, dis-je. Je ne suis pas prêt. Connor hocha la tête. Je comprends. N'attends pas trop longtemps, d'accord. Il est têtu, mais il souffre aussi. Alors que la 3e semaine de ma nouvelle vie commençait, je m'habituais à des routines qui me semblaient de plus en plus naturelles. Cours, travail, études au petit bureau de mon appartement, repas occasionnels avec Tyler ou d'autres amis. L'oncle Robert m'invita à dîner le dimanche, me présentant à sa femme et à ses filles adolescentes qui m'accueillirent chaleureusement chez elles. La famille n'est pas seulement celle à laquelle tu es né, me dit l'oncle Robert alors que nous étions assis sur son porche après le dîner. C'est aussi celle que tu choisis et celle qui te choisit. Ces mots restèrent avec moi alors que je continuais à construire ma vie indépendante, jour après jour, trouvant ma propre définition de la valeur en dehors des limites étroites du jugement de mon père. Un mois après avoir quitté la maison, j'étais assis à ma petite table à manger, révisant mon budget. Les chiffres étaient serrés mais gérables. Entre mes heures de stage augmentées, des dépenses prudentes et la subvention d'urgence de l'université, je restais à flot. Mon appartement devenait progressivement un foyer avec de petites touches qui reflétaient ma personnalité plutôt que les attentes de ma famille. Un coup à la porte interrompit mes calculs. Je n'attendais personne et, pendant un bref moment tendu, je me suis demandé si ce pouvait être mon père. J'ai regardé par le Judas pour voir ma mère debout, seule, son expression anxieuse. J'hésitais, puis j'ouvris la porte. Maman. Salut mon chéri. Son sourire était hésitant. Connor m'a donné ton adresse. J'espère que ça va. J'ai hoché la tête en reculant pour la laisser entrer. Elle entra avec précaution, observant mon appartement avec le regard évaluateur d'une mère, vérifiant les signes d'une bonne alimentation, d'un sommeil adéquat, d'un bien-être général. C'est petit, mais ça me convient, dis-je, soudain mal à l'aise avec mon modeste espace de vie. C'est charmant, répondit-elle, et je pouvais dire qu'elle le pensait sincèrement. Tu as toujours su rendre les choses agréables. Un silence gêné s'installa entre nous. Il y avait tant de choses à dire, pourtant aucun de nous ne semblait savoir par où commencer. Finalement, maman parla. Je te dois des excuses, Mason. Des grandes. Je m'assis à table, lui faisant signe de me rejoindre. Pourquoi spécifiquement? Elle soupira, s'installant sur la chaise en face de moi. Pour ne pas t'avoir défendu. Pour avoir laissé ton père nous traiter, toi et Connor, si différemment. Pour avoir été une participante passive à quelque chose qui t'a profondément blessé. Ses yeux rencontrèrent les miens, remplis de regrets. Je me disais que je maintenais la paix, mais en réalité, j'évitais juste les conflits à tes dépens. Sa franchise me surprit. Je m'attendais à de la défensive ou à des tentatives de minimiser ce qui s'était passé.
Au lieu de cela, elle reconnaissait son rôle sans qualification. Pourquoi papa a-t-il toujours favorisé Connor, demandai-je. La question qui m'avait hanté pendant des années fut enfin prononcée à voix haute. Les mains de maman se tordirent sur la table. C'est compliqué et ce n'est pas une excuse, mais ton père se voit en Connor, l'athlète naturel, la facilité sociale. La façon dont les choses semblent lui venir sans effort. Elle fit une pause. Et il voit son propre père en toi. Grand-père Reed, demandai-je, confus. Je me souvenais à peine de mon grand-père paternel, décédé quand j'étais jeune. Oui, ton grand-père était brillant, méthodique, responsable, tout comme toi, et il était dur avec ton père, le poussant toujours à être meilleur, à travailler plus dur, surtout sur le plan académique. Ton père a eu du mal avec ça. Il avait l'impression de ne jamais être à la hauteur. Elle baissa les yeux vers ses mains. Je pense que, sans s'en rendre compte, il a essayé de corriger sa propre enfance en donnant à Connor tout ce qu'il pensait ne pas avoir eu, tout en te mettant la même pression qu'il reprochait à son père. Cette révélation n'excusait pas le comportement de mon père, mais elle me donnait un contexte que je n'avais jamais envisagé. Ça ne rend pas les choses justes, dis-je doucement. Non, ça ne les rend pas justes. Maman acquiesça immédiatement. Rien ne rend les choses justes, mais la compréhension pourrait t'aider à la guérison, à la longue. Elle tendit la main à travers la table, sans tout à fait me toucher. Les choses ont changé à la maison depuis ton départ. Ton père, il a été forcé de faire face à des vérités inconfortables. Connor a mentionné que vous vous êtes disputés. Elle hocha la tête. Au début, oui. J'étais tellement en colère contre lui pour ce qu'il t'a dit, pour t'avoir fait fuir. Mais nous parlons maintenant. Vraiment parlons. Il voit un thérapeute. Mason, ton père, qui a toujours dit que la thérapie était pour les gens incapables de gérer leurs propres problèmes. C'était en effet surprenant. Le stoïcisme de mon père était légendaire dans notre famille. Son mépris pour la faiblesse émotionnelle, un courant sous-jacent constant. Est-ce que ça l'aide, demandai-je. Je pense que oui. C'est le début, mais il commence à comprendre comment sa propre enfance a façonné son rôle de parent. Elle sourit tristement. Il te manque, bien qu'il soit trop fier pour le dire directement. J'absorbais cette information, pas encore prêt à agir dessus, mais la classant dans un coin de ma tête. Et Connor a été remarquable. Il a refusé la voiture. Le savais-tu? Il a dit qu'il ne l'accepterait pas à moins que tu n'obtiennes quelque chose d'équivalent. Ses yeux brillaient de fierté. Il tient tête à ton père d'une manière que je n'ai jamais fait. Cela a été instructif pour nous tous. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, abordant des sujets que nous aurions dû aborder des années auparavant. Maman a posé des questions sur mes cours, mon stage, mes projets après l'obtention de mon diplôme. Elle a remarqué les schémas d'ingénierie sur mon mur et a posé des questions intelligentes sur les projets sur lesquels je travaillais. Pour peut-être la première fois, elle me voyait clairement, non pas comme une extension des dynamiques familiales, mais comme un individu avec son propre chemin. Alors qu'elle se préparait à partir, elle me tendit une enveloppe. Ton père ne sait pas que je te donne ça. Elle dit, c'est l'argent du loyer que tu as laissé, plus un petit supplément pour t'aider avec les dépenses. J'ai mis de côté un peu de mon salaire d'enseignante pendant des années, mon fonds privé pour les urgences. Cela remplit les conditions. J'ai essayé de refuser, mais elle a insisté. Laisse-moi faire cette chose pour commencer à faire amende honorable. S'il te plaît. J'ai accepté l'enveloppe, touché par le geste et ce qu'il représentait, son premier véritable acte de me défendre, même si c'était derrière le dos de mon père. Envisagerais-tu de rencontrer ton père, demanda-t-elle en se tenant dans l'embrasure de la porte. Pas à la maison, quelque part de neutre, juste pour parler. Je ne répondis pas immédiatement, pesant la perspective. J'y réfléchirai, dis-je finalement. Elle hocha la tête, acceptant mon non-engagement. C'est tout ce que je peux demander. Elle me serra fort dans ses bras avant de partir, murmurant, « Je suis si fier de toi, Mason. » J'aurais dû le dire plus souvent. Une semaine plus tard, j'ai accepté de rencontrer mon père dans un café à mi-chemin entre mon appartement et notre maison familiale. Je suis arrivé en avance, choisissant une table dans un coin où nous pourrions parler en privé. Mon père est arrivé précisément à l'heure, sa ponctualité étant l'une de ses caractéristiques que j'avais héritées de lui. Il avait l'air différent d'une certaine manière.
La même silhouette ôtait les cheveux argentés, mais quelque chose dans son maintien avait changé. Moins certain peut-être, plus humain. Mason, dit-il, me tendant la main formellement avant de s'asseoir. Je la serrai, notant la gêne entre nous. Papa. Nous commandâmes du café, la transaction banale remplissant le silence inconfortable. Quand le barista partit, mon père s'éclaircit la gorge. Je ne suis pas bon à ça. Il commença, admettre quand j'ai tort. Ta mère dit que je devrais juste le dire tout de suite. Alors, voilà. J'avais tort. Ce que j'ai dit au dîner de remise de diplôme de Connor était inexcusable. Tu mérites mieux. Sa reconnaissance directe me prit au dépourvu. Je m'attendais à des circonlocutions, peut-être une tentative de partager le blâme ou de minimiser l'incident. Oui, c'est vrai, acquiesçai-je, ne lui facilitant pas la tâche, mais ne le coupant pas non plus. Papa hocha la tête, acceptant ma réponse. Je vois quelqu'un. Un thérapeute, essayant de comprendre pourquoi je vous ai traité, toi et Connor, si différemment. Il parut mal à l'aise avec cet aveu. Ce n'est pas facile de se regarder et de ne pas aimer ce qu'on voit. Non, ce n'est pas facile, dis-je, pensant à ma propre introspection des dernières semaines. Ton grand-père, continua papa. Mon père était un homme difficile à satisfaire. Brillant comme toi, mais froid. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Il fixa son café. J'ai juré que je serais différent avec mes propres enfants, plus de soutien, plus d'encouragement. D'une certaine manière, sans m'en rendre compte, j'ai fini par répéter le schéma avec toi tout en compensant avec Connor. Maman a mentionné quelque chose de similaire, dis-je. Vraiment? Il parut surpris, puis hocha la tête. Elle est devenue une véritable avocate pour toi. À juste titre. Il prit une gorgée de café. Connor aussi. Il a refusé la voiture. Le savais-tu? Maman l'a mentionné aussi. Il a dit qu'il ne l'accepterait pas à moins que tu n'obtiennes quelque chose d'équivalent. Je lui ai dit que tu étais un adulte qui traçait sa propre voie. Il a dit que c'était le problème, que je continuais à changer les règles du jeu. L'expression de papa montrait un respect réticent. Il a plus de courage que je ne lui en donnais. Nous avons parlé pendant plus d'une heure, abordant des années de blessures et de malentendus accumulés. Ce ne fut pas une conversation parfaite, et mon père avait encore du mal avec l'expression émotionnelle directe, et j'étais toujours sur mes gardes, mais c'était honnête d'une manière que nos interactions avaient rarement été. J'aimerais que nous essayions la thérapie familiale, dit papa alors que notre réunion se terminait. Nous quatre. Je ne peux pas promettre que je ferai tout bien à l'avenir, mais je veux essayer de faire mieux. J'ai considéré sa demande. Je ne reviens pas à la maison, dis-je fermement. Je comprends que tu t'es construit une vie et je la respecte. Il semblait sincère. Il s'agissait d'aller de l'avant, pas de revenir en arrière. J'y réfléchirai, dis-je, la même réponse que j'avais donnée à ma mère. Papa hocha la tête, acceptant ma limite. Alors que nous nous préparions à partir, il hésita, puis dit, « Je suis fier de toi, Mason. » J'aurais dû le dire plus souvent. Tu es un jeune homme remarquable, et c'est ta réussite, pas la mienne. Les mots que j'avais tant désiré entendre pendant des années eurent un impact complexe, de la gratitude mêlée à la douleur persistante d'avoir dû me battre si fort pour cette reconnaissance élémentaire. Au cours des semaines suivantes, j'ai accepté la thérapie familiale, assistant à des séances tous les 2 dimanches dans un bureau neutre avec une conseillère spécialisée dans les dynamiques familiales. Les séances étaient parfois tendues, parfois larmoyantes, parfois même ponctuées de rires alors que nous démêlions les nœuds de nos relations. Connor et moi avons développé un nouveau lien, nous rencontrant pour le déjeuner chaque semaine près du campus, construisant une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur les rôles qui nous avaient été assignés. Il a remarquablement mûri à travers la crise familiale, développant une conscience du privilège et de la responsabilité que je n'aurais pas cru possible des mois auparavant. 3 mois après avoir quitté la maison, j'ai invité ma famille à dîner dans mon appartement. C'était un geste symbolique, les accueillant dans mon espace, selon mes conditions. J'ai cuisiné un repas simple et nous nous sommes assis autour de ma petite table. La conversation était encore parfois maladroite, mais de plus en plus sincère. Alors que nous mangions le dessert, papa s'éclaircit la gorge. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il en plaçant une enveloppe à côté de mon assiette. Ce n'est pas une voiture,
ajouta-t-il avec un petit sourire d'autodérision. Mais c'est quelque chose. À l'intérieur se trouvait un chèque, non pas de la valeur équivalente à l'audit de Connor, ce qui aurait complètement manqué l'objectif, mais du montant total des dépenses éducatives que j'avais couvertes moi-même au fil des ans. Cela n'efface rien, dit papa avec précaution. Mais c'est un début, une reconnaissance que tu méritais aussi du soutien. J'ai regardé le chèque, puis mon père. Merci, dis-je simplement. Notre relation était encore un travail en cours, les dommages des années ne s'annulant pas en quelques mois. Mais nous construisions quelque chose de nouveau à partir des débris de l'ancienne relation, basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'autorité automatique, une confiance gagnée plutôt qu'une loyauté obligatoire. Ma vie indépendante continuait de se développer. J'excellais dans mes cours et mon stage, me suis fait de nouveaux amis, explorais des intérêts pour lesquels je n'avais jamais eu le temps auparavant. Le petit studio devint un lieu de paix et de possibilités, un espace où je pouvais me définir selon mes propres termes. 6 mois après ce dîner de remise de diplôme fatidique, j'étais seul dans mon appartement, réfléchissant à mon parcours. Les mots qui m'avaient poussé à partir, parce qu'il le vaut bien, n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'avais prouvé ma valeur à moi-même, le seul public qui comptait vraiment. La plus grande leçon de tout cela n'était pas sur les dynamiques familiales ou le fait de se défendre, bien que ce fût important. C'était sur la définition de sa propre valeur dans un monde désireux de vous l'assigner. La valeur n'est pas déterminée par ce que les autres vous donnent ou vous refusent. Elle est intrinsèque, indéfinissable, à vous de la reconnaître et de la revendiquer. Alors, et vous? Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelque chose pour découvrir votre vraie valeur ou êtes-vous resté trop longtemps en espérant une reconnaissance qui n'est jamais venue? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire de découverte de l'estime de soi a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur le fait de trouver la force à travers l'adversité, car tout le monde mérite d'être valorisé, surtout par soi-même. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous que vous le valez bien, quoi que les autres disent. Motherfucking broken arms, broken legs, looking at his phone, like I can't do shit. He can still talk to us with Siri. That's true. He has a He's stutter. not trying. You'll need a top-notch team to win this one. Julius Caesar. Little Caesars? I'm so down. Heck yeah. Toxic, you go practice your characters. I'm Luna Snow. Like the moon, I'm I Luna. shine No, in darkness. I'm white in darkness, something like that. Dude, I need to like... Oh, in the moon or something. The moon, aren't you? I Oh, need to look that's at right. She's Moon Knight. Yeah. your, like character statistics to see how much time you have on like everybody. I need to look at mine. 30 seconds before you attack. Yeah, Get ready. we Stand still. Oh, I'm sorry. Everyone is looking What are you guys doing? I'm very sorry. He's being very strong on me, being very vocal. I'm sorry to Stop tell it. you. Put his shield in front of you You so you cock can't see block. him. The battle's Where the fuck you go? 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Oh yeah, I Got clicked it? the wrong person. I didn't want to be. What? You People picked are the always wrong afraid of person. Ty, Yeah. but they just don't know All him. women look the same. Feeling fantastic. Whoa, where am I? Ow. Ow. You're so far ahead. Come back. No, you went fucking far. I saw that one of them was low and I kind of went for it and it didn't work. Bad. Bad, bad, bad. Bad human. I just watched this Oh, Thor okay. B-hop. Great.
Oh fuck. I just got beat. Now! Oh, you lived? What the heck? One healer down. My time to shine. Shields Wow. up. Oh. I appreciate you. This Jeff doesn't want to die. Oy. My time to shine. I'm just trying to heal. Going. Damn. Fuck. I was doing so good. I started spamming. Book of the Iron Fist, huh? My time to shine. She's gonna be very angry. Ready again. Ready. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. Oh man. I put it on him. He lived. My time to shine. Feeling fantastic. I'm gonna distract them. I got this. Hey, and on. I'm distracting. He literally tried to solo me. I got you. Don't worry. Get in my bubble. I just got stunned like 3 times. Whoops.